Mais les Européens ainsi que les Américains, à l'époque, ont forcé la situation. Les Européens, avant tout, ont obligé la Cour constitutionnelle d'Ukraine à prendre la décision d'organiser un troisième tour, alors que la Constitution n'en prévoit que 2. Un troisième tour a été organisé, Yushchenko a gagné, tout a été fait pour cela. Et avant le vote, depuis l'Europe, y compris des membres du gouvernement, notamment de Belgique, des exigences publiques ont été formulées. Le peuple ukrainien devait faire le bon choix entre l'Europe et la Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire l'un ou l'autre. Ce sont déjà des démarches de confrontation. D'ailleurs, nous sommes actuellement, justement, en Belgique. À présent, nous entendons distinctement la déclaration menaçante d'un tout autre personnage, qui profère déjà des menaces particulièrement inquiétantes pour la suite. Que l'Union européenne doit prêter attention aux menaces venant de la Biélorussie et ne pas permettre son alliance avec Moscou. Mais ces gars-là, c'est comme ça qu'ils étudient l'histoire. C'est pourquoi notre vérité, pour nous, elle est claire. Et elle est claire, je pense, pour tous ceux qui observent la situation sans parti pris. On s'abonne, on like, on commente et on partage aussi ce que nous vous donnons ici est important comme contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement, je vous en prie. La visite à vide des ambassadeurs de l'UE au ministère des Affaires étrangères a déjà fait l'objet de commentaires. Que cherche donc à réaliser l'Europe occidentale? Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'ils avaient complètement perdu l'initiative dans la gestion des affaires européennes, qu'ils avaient abandonné la diplomatie et qu'ils ne comptaient plus que sur une certaine militarisation qu'ils déployaient dans un contexte de montée des milices. Et que feront les États-Unis? Quoi? Mais c'est vraiment vrai. Que font les États-Unis? Les États-Unis sont tout à fait transparents sur leur position actuelle. Lors d'une récente audition au Congrès, Marco Rubio a déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas jouer le rôle de médiateur car ils soutenaient l'Ukraine. Hier, il y a eu une conversation téléphonique entre le président Poutine et le président Trump. Ils ont abordé ce sujet. Le président Trump, en fait, a confirmé qu'il était intéressé à contribuer, à rechercher des solutions justes et durables à la crise ukrainienne. C'est pourquoi observons maintenant quels pas concrets les États-Unis vont entreprendre. En particulier, nous comptons toujours sur le fait que l'accord entre les deux présidents, conclu le 15 août de l'année dernière en Alaska à Anchorage, sera respecté, d'autant plus qu'il a été proposé. Ces éléments clés ont été proposés par les États-Unis, par le président Trump et acceptés par le président Poutine. Cela constituerait une étape cruciale, la première étape vers la fin du conflit, et cela permettrait de commencer à coordonner de nombreux autres détails qui ne manquent pas. Comme vous le comprenez vous-même, le plan américain en 27 points a également été mentionné. Nous avions et nous continuons d'avoir des questions à son sujet, mais nous étions prêts à le prendre comme base dès que l'accord d'Alaska entrerait en vigueur. Pour l'instant, cela n'arrive pas. Les Européens, à bien des égards, jouent ici justement un rôle négatif. Juste après l'Alaska, ils se sont précipités à Washington en grand nombre, souvenez-vous, et ils ont commencé progressivement, mais de manière cohérente, presque jésuitiquement, à essayer de convaincre le président Trump de s'écarter de la ligne qu'il avait lui-même proposée et que le président Poutine avait soutenu lors du sommet, au cours du sommet à Anchorage. Et vous savez, pour l'instant, ils y parviennent. Du moins, ils consacrent beaucoup d'efforts à cette question. De plus en plus d'attention est portée à cela, notamment parce qu'ils profitent du fait qu'en ce moment, ces derniers, presque 6 mois, un peu moins, les États-Unis sont absorbés et le président Trump est avant tout absorbé par la crise dans le détroit d'Ormuz. Espérons que l'accord dont on parle sera effectivement mis en œuvre. Et nous espérons que, comme l'a annoncé Yuri Ushakov, l'assistant du président Poutine, messieurs Witkoff et Kushner prévoient de nous rendre visite à nouveau.
Nous espérons qu'ils expliqueront, d'une manière ou d'une autre, comment, à Washington, on envisage la perspective de la mise en œuvre de l'accord en Alaska, dont le premier anniversaire sera bientôt célébré. Et l'Europe, ce n'est pas pour rien. Ils se sont activés sur fond de concentration accrue des États-Unis sur la situation iranienne. Et l'Europe s'est activée. Le 7 juin, ils ont organisé, à Londres, une réunion entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne avec Zelensky. À l'issue de cette rencontre, Londres, Paris et Berlin, comme vous le savez, ont annoncé 5 points d'un plan de paix qui constituent un pur ultimatum. Et ensuite, les 3 ambassadeurs ont demandé à se rendre au ministère des Affaires étrangères. Mon adjoint, Mikhail Galouzine, a reçu les chefs des missions diplomatiques qui n'ont rien dit de nouveau par rapport à ce qui avait été annoncé dans cette déclaration londonienne à caractère d'ultimatum, n'ont rien apporté de plus. Ils ont tenu des propos confus, du genre « Nous soutenons l'Ukraine, mais nous ne faisons pas partie de la guerre contre la Russie ». Des mots, des mots, des mots, rien de plus. J'espère vraiment que les États-Unis, qui ont lancé de nombreuses initiatives utiles sous la présidence de Trump, ne perdront pas de vue la question ukrainienne et qu'ils ne la laisseront pas aux Européens pour qu'ils poursuivent leurs actions totalement irréalistes, planifiées. Surtout à la veille du prochain sommet du groupe des 7 en France, l'Europe, comme elle l'a fait pratiquement au cours des 5 derniers siècles, et peut-être même un peu avant, veut à nouveau créer des problèmes. C'est l'Europe qui a déclenché toutes les guerres mondiales. L'Europe a commencé bien avant la Première Guerre mondiale. Napoléon aussi a pratiquement mobilisé sous les armes tous les États européens de l'époque contre la Fédération de Russie. L'Europe intrigue sans cesse. Et, vous savez, on peut se rappeler beaucoup de choses, y compris la façon dont la couronne britannique et le gouvernement britannique ont traité la famille de Nicolas II. Nous le savons. C'est pourquoi nous y sommes habitués. Oui, il y avait certains espoirs, et le président l'a dit à plusieurs reprises, des espoirs que lorsque les barrières idéologiques et les divergences idéologiques auraient disparu, une nouvelle coopération, un partenariat pourrait alors voir le jour. Mais il s'est avéré par la suite que, dans les années 90, on nous considérait comme des partenaires, mais vous savez, tenus en laisse. Et avec l'arrivée du président Poutine, lorsque la Russie, à nouveau, le peuple russe, a retrouvé sa dignité, ses principes, a commencé à défendre sa civilisation. L'Occident a immédiatement commencé à changer son attitude envers nous. Et tout cela s'est manifesté dès 2004. Nous venions justement de parler de l'Ukraine. En 2004, lors des élections remportées par le président Yanukovych, au second tour, et Yushchenko a perdu au second tour, mais les Européens ainsi que les Américains, à l'époque, ont forcé la situation. Les Européens, avant tout, ont obligé la Cour constitutionnelle d'Ukraine à prendre la décision d'organiser un 3e tour, alors que la Constitution n'en prévoit que 2. Un 3e tour a été organisé, Yushchenko a gagné, tout a été fait pour cela. Et avant le vote, depuis l'Europe, y compris des membres du gouvernement, notamment de Belgique, des exigences publiques ont été formulées. Le peuple ukrainien devait faire le bon choix entre l'Europe et la Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire l'un ou l'autre. Ce sont déjà des démarches de confrontation. D'ailleurs, nous sommes actuellement, justement, en Belgique. À présent, nous entendons distinctement la déclaration menaçante d'un tout autre personnage, qui profère déjà des menaces particulièrement inquiétantes pour la suite. Que l'Union européenne doit prêter attention aux menaces venant de la Biélorussie et ne pas permettre son alliance avec Moscou. Mais ces gars-là, c'est comme ça qu'ils étudient l'histoire. C'est pourquoi notre vérité, pour nous, elle est claire. Et elle est claire, je pense, pour tous ceux qui observent la situation sans parti pris. Nous nous battons pour les droits des personnes, pour les droits de l'homme, qui sont inscrits dans l'article 1er de la Charte des Nations Unies,
où il est question de la nécessité de respecter les droits de tous les individus, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leur langue ou de leur religion. Et la langue et la religion ont été interdites par la loi en Ukraine, cela fait longtemps, depuis 2016. Mais afin de plaire aux Européens, ils ont adopté une loi, ou plutôt ce n'est même pas pour leur plaire, mais pour cimenter encore davantage le soutien inconditionnel des Européens au régime nazi. À Kiev, ils ont adopté il y a quelques jours, et Zelensky a signé une loi selon laquelle la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe, d'ailleurs, ne s'applique pas à la Fédération de Russie. Et le président de la Douma d'État, la Rada suprême, bien sûr, M. Stefanchuk a fièrement déclaré que cela confirmait que le peuple ukrainien restait fidèle à ses engagements en matière de droits de l'homme et qu'il n'accepterait jamais de tels droits pour l'agresseur. Mais, tout d'abord, la Constitution de l'Ukraine stipule toujours que l'État a l'obligation de garantir les droits des Russes et des autres minorités nationales. Malgré cette Constitution, une série de lois a été adoptée. La liste de ces lois que j'ai envoyée au secrétaire général de l'ONU il y a 2 mois reste sans réponse pour l'instant. Il s'agit d'une série de lois interdisant la langue russe. Partout. Par conséquent, on pourrait se demander pourquoi signer maintenant quelque chose qui ne fait que confirmer les actions déjà entreprises par les dirigeants actuels de l'Ukraine. Il me semble que le moment a été choisi parce que cela a été adopté l'automne dernier. Cette loi, mais elle n'a pas été signée, et à un certain moment, il a même été annoncé qu'elle avait été mise de côté pour longtemps, comme l'a déclaré la Verkhovna Rada ukrainienne, en raison de la pression de la Russie sur le Conseil de l'Europe. C'est absurde car nous avons quitté le Conseil de l'Europe depuis longtemps. Cette organisation n'existe plus pour nous. D'ailleurs, nous en avons également parlé, Maxime Vladimirovitch l'a mentionné, mais pourquoi Zelensky a-t-il signé cette loi précisément maintenant? Il me semble que l'explication réside dans le fait que, tout d'abord, la Hongrie a annoncé qu'elle s'était entendue avec l'Ukraine sur le rétablissement des droits de la minorité hongroise vivant en Ukraine, droits qui avaient été largement et significativement restreints. Et deuxièmement, c'est précisément ces jours-ci qu'il a été annoncé que des négociations allaient commencer, notamment sur l'adhésion à l'Union européenne, l'Ukraine et la Moldavie. En d'autres termes, il s'agissait de souligner une fois de plus que le nationalisme ukrainien ne déviera pas de sa ligne visant à éradiquer la langue russe, et cela précisément au moment où commencent les négociations avec l'Union européenne. Cela s'inscrit parfaitement dans la vision de la situation de ceux qui dirigent l'Union européenne depuis Bruxelles, en particulier Ursula, que l'on appelle à juste titre le Führer. Elle a déclaré à de nombreuses reprises que nous devons rester aux côtés de l'Ukraine jusqu'au bout, car l'Ukraine se bat et meurt pour les valeurs européennes. Faites le rapprochement, 2 plus 2. Et il en ressort que les valeurs européennes incluent, entre autres, la privation totale des droits des Russes et des russophones, y compris dans l'éducation, les médias, la culture et bien d'autres domaines. C'est pourquoi je n'ai aucune illusion sur le fait que l'Europe, dans sa configuration actuelle, puisse faire quoi que ce soit d'utile. Je n'ai aucun doute qu'ils chercheront à nuire considérablement aux efforts visant à une régulation juste de la situation. Merci, Monsieur Sergueï. Le principal terroriste extrémiste fête ses 85 ans via la sortie vers la Bachkirie-Allemagne en URSS, l'événement qui a commencé sur la terre biélorusse avec la percée héroïque des défenseurs de la forteresse de Brest. En fait, j'aurais une petite question. Tout récemment, un documentaire intitulé « Zone supplémentaire des 3 corporations et des technogardes » est apparu en Allemagne. Condamnation de la direction de l'URSS. Qu'en pensez-vous? Quel est votre avis? Est-ce que cela fait partie des actions systématiques visant à réécrire l'histoire? Et au final, pensez-vous que, dans la Seconde Guerre mondiale, l'opinion sera façonnée par des récits qui sont avantageux pour l'Allemagne? Eh bien, dans le contexte de nombreux événements aujourd'hui, dans le contexte de l'évolution de la situation dans de nombreuses régions de notre planète, nous, avec la Fédération de Russie, en venons à comprendre l'importance encore plus grande de la mémoire historique, de ce qui s'est passé car tout évolue en spirale.
Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement du fait que n'importe quel monument en réalité sur le territoire de nombreux pays d'Europe occidentale, tout d'abord l'endroit pour la préservation, comme nous le disons, du soldat inconnu, pas d'un seul, mais de tous ceux qui ont libéré tel ou tel État. Voilà, c'est cela l'esprit chrétien. Il ne s'agit même pas du fait que cela rappelle que c'est précisément le soldat soviétique qui a libéré ces pays, qui les a délivrés du nazisme. Mais quand nous parlons du soldat soviétique, cela inclut les Biélorusses, les Russes, les Tadjiks, les Kirghizes, les Kazakhs, les Azerbaïdjanais, et ainsi de suite, tous ceux qui faisaient partie de l'armée soviétique. Mais c'est aussi pour eux un rappel des horreurs, en somme, de cette tragédie, du fait que certains de ces États ont été les instigateurs de la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont imposée au monde entier. Cette peste brune, comme nous l'appelons, avec toutes ces chambres à gaz, ces camps de concentration, avec l'extermination de personnes et l'imposition de cet espace vital pour une certaine nation. Ainsi, bien sûr, chaque monument de ce type est avant tout un témoignage silencieux de tout cela. Nous considérons ces monuments précisément dans le contexte d'un rappel afin que jamais plus ces horreurs ne se répètent dans notre histoire. Mais pour certains États, où sans doute les élites pratiquent aujourd'hui une forme de revanchisme, une révision des résultats de la Seconde Guerre mondiale, tout cela dérange. Parce qu'ils rappellent avant tout leur implication dans toutes les pages tragiques de cette période et l'implication de leurs proches. Pour certains, ce sont les parents, pour d'autres les grands-parents, qui en fait ont marché d'un pas victorieux, tentant de vaincre l'Union soviétique et de conquérir la domination mondiale. Aujourd'hui, ils essaient de se débarrasser de ces témoins muets, et je suis sûr qu'ils n'ont même pas ce plan. Seulement la destruction de ces monuments, qui aujourd'hui, oui, sont des monuments dédiés aux soldats. Demain, ils soulèveront la question de savoir si les monuments sur les sites des camps de concentration sont vraiment nécessaires, parce que cela relève du même ordre de choses. C'est pourquoi notre réponse réside dans les actions que nous menons conjointement avec la Russie, que ce soit à la forteresse de Brest ou sur certaines plateformes d'institutions internationales. Nous organisons de tels événements à l'ONU, à Genève, à l'OSCE. Nous organisons différentes conférences, des séminaires conjoints de nos chercheurs afin que la mémoire continue de vivre et que du moins au niveau international, cette flamme du souvenir reste présente. Voilà, c'est à peu près cela. Je peux ajouter, si vous me permettez, que je partage entièrement l'avis de Maxime Vladimirovitch. Il s'agit là d'une question véritablement très importante. Aujourd'hui, cela dépasse largement les frontières de n'importe quel pays européen. Ce n'est pas seulement une tentative d'effacer la mémoire de ces héros, de ceux qui ont triomphé dans cette terrible guerre, mais aussi de réécrire l'histoire et d'inverser les rôles des vainqueurs et des vaincus. Beaucoup de déclarations ont particulièrement attiré mon attention. Les propos des dirigeants allemands suscitent une telle incompréhension qu'ils finissent par convaincre qu'il faut leur opposer une résistance plus ferme. Voilà que M. Merz, le chancelier allemand, a récemment déclaré que faire des concessions à la Russie sur la question ukrainienne reviendrait à apaiser Hitler. Qu'en pensez-vous? Tout est sens dessus-dessous. Et ils continuent de renforcer leur projet militaire avec les Ukrainiens. Le ministre des Affaires étrangères Wadephul a annoncé le mois dernier ou l'avant-dernier mois que les militaires allemands allaient intensifier l'échange d'expériences avec les forces armées ukrainiennes, c'est-à-dire avec les nouveaux nazis. L'Allemagne s'ennuyait-elle des emblèmes nazis, des manières nazies que l'armée ukrainienne, les soi-disant bataillons nationalistes ukrainiens affichent aujourd'hui? Et l'Allemagne est en train de se débarrasser du voile qui couvrait ses racines nazies, ses instincts idéologiques nazis les plus profonds, qui, comme il s'avère aujourd'hui, n'ont en réalité jamais disparu. Ce même monsieur Wadephul a tenu à rappeler très récemment et de manière explicite, une fois de plus, ce qui s'est précisément passé dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, en avril de l'année 2022. Et il a dit que Boutcha est le symbole de la terreur de la Russie contre l'Ukraine. Vous savez, nous sommes déjà fatigués d'attirer l'attention de ces personnages sur le fait que l'Occident, avec le secrétariat général de l'ONU,
avec les dirigeants du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, sabote toute tentative d'obtenir la moindre information sur ce qui s'est réellement passé là-bas. Lorsque nos troupes se sont retirées de cette région en avril 2022, le maire de cette ville est revenu et a déclaré devant les caméras que tout était libre à Boutcha. Et ce n'est qu'au bout de 3 jours que soudainement, des journalistes de la BBC ont commencé à montrer des cadavres soigneusement disposés le long de la rue principale. Eh bien, il est évident qu'il s'agissait d'une mise en scène. Mais lorsque nous avons entendu comment l'Occident y a réagi, comment il l'a utilisé pour nous accuser de tous les péchés possibles et a imposé un nouveau paquet de sanctions, nous avons simplement demandé, et même rédigé une lettre officielle, nous avons demandé aux structures onusiennes qui s'occupent des droits de l'homme de nous fournir la liste des personnes dont les corps ont été montrés avec tant de pathos par le groupe de la BBC, qui, soit dit en passant, s'est retrouvé là-bas très opportunément. Jusqu'à présent, cela fait 5 ans, nous ne pouvons obtenir aucune information. Et lorsque M. Wadeful, eh bien, je suis sûr qu'il ne peut pas ignorer le fait que nous en parlons publiquement depuis plusieurs années déjà, déclare soudainement à nouveau que Boutcha est un symbole du terrorisme russe contre l'Ukraine, eh bien, cela signifie qu'il est un bon élève de Goebbels. Cela non plus ne disparaît pas. Et enfin, pour revenir à ce que Maxime Vladimirovitch a dit, il existe un proverbe, un principe, probablement chez les slaves, comme chez d'autres peuples, selon lequel le fils n'est pas responsable des actes de son père. Les dirigeants actuels de l'Allemagne, pour beaucoup d'entre eux, leurs pères et grands-pères, ont activement participé aux actions nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais quand ? Des fils, c'est-à-dire. Les dirigeants actuels en Allemagne commencent à utiliser les mêmes méthodes. Ils commencent, en général, à justifier ceux qui ont commis des crimes de guerre pendant la Grande Guerre patriotique et la Seconde Guerre mondiale. Cela ne signifie qu'une chose. Dans une telle situation, les fils sont responsables des actes de leur père. Je suis Afrique vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis Afrique vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis si ce que nous partageons ici est important. Je suis Afrique vous remercie. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.